Sylvie Simon, bonjour. 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 Organisme génétiquement modifié, ça vous parle? Oui, ça parle beaucoup, ça. C'est d'actualité en plus. Mais vous savez que la plupart des gens ne savent pas du tout quelle est la différence entre l'hybridation et les OGM. Je la et connais ça, pas non c'est plus. une chose Voilà. qu'il faudrait Explique savoir. à Kevin parce qu'il a un peu de mal avec ça. Voilà. pas- Et ça, bon, je peux pas en parler trop de cette personne, mais récemment, justement, quand on a écrit le premier livre, là, ce dernier livre, on a demandé à un homme politique... La coupe est pleine, c'est ça? La coupe est pleine, s'il voulait bien préfacer le livre. Et il a dit, au point de vue économique, j'aime beaucoup ce que vous écrivez, mais vous parlez d'OGM. Vous savez que les OGM existaient à l'époque christique, déjà dans la vallée de l'Euphrate, il y avait des OGM. Il n'a rien compris, cet homme-là. Il n'a rien compris parce que l'OGM, c'est quand même, on touche l'ADN de la plante qu'on veut toucher, etc. etc. Donc C'est de la manipulation véritable de l'ADN. L'hybridation. Ouais, Voilà. c'est ça, l'hybridation, c'est une adaptation à l'environnement. Exactement. C'est presque de l'épigénétique. Voilà. Et là, Quasiment. on touche à la génétique, et là, vous touchez non seulement à la plante et au corps humain, mais en plus, vous faites ça pour les générations suivantes. C'est ça. Donc, on ne sait pas où on va avec la génétique, on ne le sait pas du tout. Vous voulez dire Et qu'il y en on a un qui est continue une à le faire. réaction à l'environnement, alors que l'autre est une adaptation forcée à un besoin, c'est ça? C'est Alors, pas une le adaptation, problème, c'est c'est même pas que- une adaptation, c'est une Voilà. transformation. Et alors le problème, c'est qu'ils vous disent, par exemple, grâce à la génétique, on dépensera beaucoup moins d'eau. Bon, ou on dépensera beaucoup moins de pesticides. C'est pas vrai, puisque ces plantes sont faites pour résister aux pesticides, donc on peut en mettre plein, puisqu'elles ne sont pas tuées par les pesticides. Soyons logiques, de C'est nouveau, pas on logique. tombe dans la logique, vous voyez. C'est du bon sens, oui. Il y a ce côté pesticide et il y a ce côté, effectivement, de ces choses-là. Puis il y a aussi l'histoire de l'eau. Parce que les pesticides demandent, les OGM demandent beaucoup plus d'eau que les plantes normales. Comment ça se Parce fait, que, ça? Parce évidemment, pour faire des OGM, ils seront obligés de faire des grandes surfaces. Or, le propre de la culture, depuis que l'homme cultive, c'est de faire des roulements, de changer la terre pour que la terre ne soit pas complètement... Respecter le cycle des jachères, les 6 Oui, années plus mais l'année voilà. sabbatique, Et le planter repos de la autre terre. chose, pas au même endroit, Ouais. pour faire un roulement. On ne le fait pas. Donc la terre est complètement pauvre, elle est épuisée, appauvrie. ouais. Elle n'a plus rien, elle n'a plus de richesse. Bon, et on continue à faire ça. Alors le problème, c'est que par exemple, alors il y a évidemment un acharnement là de toute la génétique, parce qu'on vous dit toujours, vous avez vu ce qui s'est passé avec Eric Seralini, Oui. il y a eu des gros problèmes, et on a dit que ce qu'il avait fait n'était pas valable parce qu'il n'avait pas pris assez de souris. Mais attendez, ceux qui ont prouvé que la génétique était très bien, ils ont pris moins de souris que lui en plus. Et quelle était l'expérience de Seralini pour ceux qui ne connaissent pas? Eric Seralini est un chercheur à l'université de Caen et un spécialiste de la question. Et ça fait longtemps, ils ont fondé avec Corinne Lepage le CRIGEN et ils s'occupent justement de la génétique. Bon. D'accord. Et effectivement, Eric Seralini a voulu prouver que la génétique était extrêmement dangereuse et que les choses génétiques pouvaient être dangereuses pour les animaux. Il y a eu une histoire comme ça déjà il y a une dizaine d'années en Angleterre. Il y a un médecin qui s'appelait Arpad Soupai qui lui a découvert que les souris qui étaient nourries par des pommes de terre OGM développaient des tumeurs. Il a été jeté de son hôpital, alors que c'est un grand chercheur international. Et dérangé. Il a été jeté comme s'il avait volé dans la caisse, le jour même. Avec intervention de Tony Blair, intervention des plus grands dirigeants de ce monde, si on peut dire. C'est-à-dire qu'au lieu d'étudier ces travaux, peut-être de voir s'ils étaient valides Voilà, ou pas, le président on l'a plutôt américain, mis dehors. tout le monde est intervenu pour le faire jeter. Ça a été fait. Après ça, il y a eu la même chose avec un autre chercheur qui s'appelait Chapella, qui était un Mexicain qui a montré que, enfin, il travaille à l'université, il travaille aux États-Unis, mais il était très sensible au maïs qui vient du Mexique. Et il a vu qu'il y avait des maïs transgéniques, il a fait les mêmes déclarations. Il a été fichu à la porte le lendemain aussi, ce qui prouve bien que la vérité blesse. Ouais. Et qu'il n'y a que Seralini, la vérité c'est- qui blesse en plus. Bon. Et maintenant, la même chose arrive pour Seralini, donc ce chercheur qui a déjà eu des attaques énormes, qui a été quand même très défendu, mais on l'attaque tant qu'on peut. Et nous avons un monsieur qui s'appelle Claude Allègre, qui est un dangereux personnage, et qui ne s'est pas gêné pour dire qu'il a attaqué, il a perdu.
Il y a eu quand même des juges de temps en temps qui sont intelligents et qui protègent les gens qui font le bien. Et Gilles Éric a pu faire ses travaux. Il a fait ses travaux, il les a publiés, et ça a fait un tel remue-ménage, il ne pensait pas du tout il est passé à la télé, il fait beaucoup de conférences. Il ne pensait pas déclencher une tempête pareille. Hein. Et alors quand maintenant, on essaie de faut... l'empêcher de travailler. Mais la chose importante, c'est de savoir qu'il y a 77%, alors mettons, les chiffres, c'est à peu près 77%, mais même il n'y en aurait-il que 50%. Ce qui n'est pas le cas, de Français qui ne veulent pas d'OGM, dont l'important c'est que nous n'en voulons pas. Donc ça sert à quoi de faire encore? Alors on demande des études spéciales. Les études devraient être faites par l'État. Elles n'ont pas été faites par l'État. Elles ont été faites par les laboratoires financées. Non, elles ont été financées par des choses privées, des associations, la CRIRAD effectivement, et elles ont surtout été financées, ça m'avait beaucoup étonné, par Carrefour. Ah oui? Carrefour, qui est une grande surface, mais qui a pensé qu'il faut prendre une autre façon de voir les choses, a financé avec un autre grand lobby, enfin c'est pas un lobby, de la grande distribution, chose comme ça, une grande distribution, ils ont financé les études. Et alors on lui reproche maintenant d'avoir fait financer les études par ces gens-là. Mais c'était à l'État de le faire, mais l'État n'a jamais voulu faire des contre-expertises. L'État vous dit, on fera des études, et toutes les études qu'ils ont faites sur les OGM ont été faites par des gens qui vendent des OGM, qui fabriquent des OGM, alors qu'on arrête. Et alors justement, souvent on nous dit qu'il y a un principe de précaution, que les OGM ne viennent pas en France, mais qu'est-ce qu'il en est véritablement en fait? Est-ce qu'on a des OGM aujourd'hui dans notre assiette? Oui, vous n'en avez pas. Vous n'avez pas d'OGM cultivés dans les champs, vous n'aurez pas des pommes de terre OGM, mais vous aurez par exemple dans la nourriture qu'on donne aux animaux, il y a des OGM. Donc on en a indirectement. Les farines qui arrivent des États-Unis, elles sont bourrées d'OGM. Et pourtant, il semble que l'Union européenne a un principe de précaution par rapport à ça. Non, a priori, on les accepte. L'Union européenne est pro-OGM. La France, pour l'instant, est anti-OGM. Et les gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite, sont anti-OGM. Espérons que ça va durer. Est-ce que c'est possible de toute façon pour un pays qui est entouré d'autres pays qui cultivent des OGM de rester sans OGM? Est-ce que même techniquement c'est possible? Il n'y a qu'à dire non. Mais il y a quand même beaucoup de pays qui sont contre. Hein. Alors, il y a l'Angleterre qui est pour, les États-Unis, ils sont complètement désinformés, ils bouffent des OGM, alors là, en quantité. Les États-Unis, il y a en France, je ne sais pas, il y a 2 ou 3 pays, en Europe, il y a 2 ou 3 pays, les autres n'en veulent pas. On n'en veut pas des OGM. Le sens de ma question, c'est que... Mais l'Europe essaie de le pousser, l'OGM, parce qu'il y a des lobbies là-bas. Le climat ne respecte pas les frontières, c'est-à-dire que s'il y a un coup de vent de l'autre côté d'une frontière... Ah non, il vous explique alors. On a l'impression que ce sont des gens, vous savez, qui ne sont jamais descendus sur le terrain. C'est exactement comme les politiques qui vous disent « Oui, des problèmes dans le métro, mais moi, j'en ai jamais vu. » Évidemment, ils n'ont jamais pris le métro. Et alors, ils vous disent « Il y a tant de mètres entre un champ OGM et un champ pas OGM. » Ils n'ont jamais entendu parler de la pollinisation. Ils n'ont jamais entendu parler des oiseaux et de ces choses-là. Donc c'est pour ça la question, est-ce qu'il est possible de ne pas avoir d'OGM dans un pays qui est entouré de pays avec des OGM? Absolument. Comment alors? Parce que ça paraît compliqué quand même de protéger ça. Oui, mais non, parce que vous avez affaire à des imbéciles qui continuent à vous dire on est protégé, les champs OGM sont protégés des autres. C'est pour ça que José Bové, et ça moi j'admire pour ça, je n'ai pas toujours les idées politiques de José Bové, mais je trouve qu'il a totalement raison. Quand il s'est mouillé pour aller, il a fait quand même la prison. Moi je respecte les gens qui font la prison pour leurs idées. Ça prouve qu'au moins eux ils ne sont pas pourris. Eh bien, à ce point de vue-là. Tu crois que c'est un critère? Il faut qu'on... non. Eh bien, effectivement. Il a coupé les OGM parce qu'on savait que si on les laissait pousser, ils allaient polluer les autres. Vous savez qu'aux États-Unis, par exemple, il y a des OGM de Monsanto qui ont pollué des champs qui n'étaient pas OGM. Et Monsanto, maintenant, leur demande des droits. Ah oui. Parce qu'il y a des OGM. Des dividendes. Donc ils le reconnaissent dans un sens, mais pas dans l'autre, c'est ça? On croit rêver. Ouais. Et Corinne Lepage m'a montré à une époque, elle avait un livre, elle a demandé à quel endroit étaient les plantations d'OGM en France, quels étaient les endroits où on faisait des expérimentations. Vous allez en Suède, vous le demandez, on vous donne un plan en disant il y en a là, il y en a là, il y en a là, il y en a là. Tous les pays nordiques. Vous allez en France, elle me l'a montré, elle a reçu un dossier de 500 pages. Et quand on parlait de l'emplacement des OGM, il y avait une quinzaine de pages avec secret défense, secret défense, secret défense. Secret défense, carrément? Oui. Bon, je ne savais pas que les OGM, c'était secret défense. Eh bien, vous l'apprenez, voyez. Donc, on se rend compte qu'il y a des choses aberrantes que les gens ne connaissent pas. Et il faut connaître ça. Quand on connaît ça, quand on a compris tout ça, on se rend compte qu'on est dirigé par des mafieux qui n'ont qu'une idée, c'est le fric, parce que ça rapporte beaucoup, les OGM,
Et il y a aussi, alors là je voudrais revenir de nouveau sur les vaccins, c'est qu'il y a des vaccins qui sont des OGM. Et les gens ne le savent pas. Et je connais des gens qui se battent contre les OGM, qui sont des paysans, des agriculteurs bio, qui font vacciner leurs enfants avec des OGM. Genre, tous les vaccins modernes sont des OGM. Ironique, ouais. L'hépatite B, c'est un OGM, le Gardasil est un OGM, il y a plein de vaccins qui sont des OGM, et tout le monde, ça passe comme ça. Alors si on revient justement sur l'impact qu'ont les OGM sur le corps, vous allez ingérer quelque chose qui n'est pas reconnu, qui n'est pas identifié par notre propre code génétique. Donc risque, si je ne m'abuse, aussi de modifier votre code génétique, donc de développer un certain nombre de pathologies. Exactement. C'est comme ça que ça va se produire. Voilà. Donc on va avoir une augmentation accrue de quoi? De cancer, surtout des maladies auto-immunes. Maladies auto-immunes, puisque c'est justement. On va rejeter tout ça. Donc la maladie auto-immune, c'est quand le corps se retourne contre soi-même, contre lui-même en l'occurrence. Avec l'hépatite B justement, l'hépatite B, etc. Comment dirais-je, et la sclérose en plaques et toutes ces maladies-là. Donc, on va avoir de plus on en arrive à plus de faire un maladies lien entre les deux. auto-immunes. C'est-à-dire est-ce que c'est l'un des déclencheurs? On sait à quel point il a un lien sur la santé. Oui. Est-ce qu'on arrive à mesurer ça? Ça paraît compliqué. Il y a beaucoup de déclencheurs de ces maladies-là. Ah oui, il est très difficile de faire la part parce que nous avons tellement de prédateurs, nous avons tellement de moyens d'être malades qu'on ne peut pas dire, par exemple, que c'est la vaccination à elle seule qui fait que les enfants ont des cancers. On ne peut pas dire que ce sont les produits chimiques qui donnent des cancers aux enfants. Ou la on ne peut pas dire que c'est autre. que la nourriture. C'est tout un état d'esprit, vous voyez, avec des changements. C'est des facteurs de risque qui sont cumulés. Mais alors, moi, il y a un truc qui me choque un tout petit peu, c'est que vous dites qu'il y a plus de cancers, mais on vit plus longtemps. Alors, comment ça se fait qu'il y ait plus de maladies, mais la longévité quand même est Alors, accrue? la longévité, c'est encore un trafic de statistiques. Oula. Parce que j'ai eu un jour un monsieur que je ne connaissais pas qui m'a envoyé une liste, que j'ai vérifiée tout de même, qu'il a pris sur le dictionnaire de gens qui ont vécu à plus de 90 ans, enfin il l'a fait sur toutes les époques, depuis la haute antiquité. Alors la haute antiquité, on n'avait pas de preuves, mais à partir du moment où les clercs des religieux, etc., ont pris les dates de naissance des gens, on a des preuves. Eh bien, il y avait des quantités de gens âgés qui vivaient très bien, qui n'étaient pas dans les mouroirs comme nous le faisons. Alors, il y a aussi beaucoup de gens qu'on maintient en vie qui seraient morts sans ça, mais qui sont vraiment c'est pas, je suis contre l'euthanasie, mais qui sont des gens qui ne vivraient pas en temps normal. De l'acharnement thérapeutique. C'est l'acharnement exactement thérapeutique et autres. Donc il y a tout ça. Et il y a surtout un changement dans les statistiques de la mortalité infantile. Parce que maintenant, on a quand même une hygiène qu'on n'avait pas, il y avait des choses qu'on n'avait pas à l'époque, et les femmes mouraient beaucoup en couche, on meurt plus en couche. Donc on a changé ces statistiques. Donc l'impression qu'on a de durée de vie viendrait plus de la baisse de la mortalité infantile que de l'augmentation de la durée de vie réelle, oui. Comme nous on l'entendrait en tout cas a priori. Mais je vous signale qu'il y a eu des publications faites par le gouvernement, mais qu'on a poussées, on ne peut pas dire que ça n'a pas été publié, mais on n'a pas apporté beaucoup de médiatisation à tout ça. Depuis, les gens qui sont nés après 38 ont beaucoup plus de chances de ne pas vivre vieux que ceux qui sont nés avant. Parce qu'on vous montre maintenant des femmes qui ont 120 ans, pas 120 ans, mais enfin, mais qui ont 104, 500, 110 ans. Ce sont des gens qui n'ont pas été vaccinés. Il n'y avait pas de vaccination à l'époque, ou il y en avait très peu. Quand ils étaient malades, il n'y avait pas les services médicaux que nous avons, ils ne prenaient pas de médicaments. Ils prenaient des simples, ils se mettaient au coin du feu, ils attendaient que ça passe, ils prenaient des bouillons, des infusions, etc. Ce sont des gens qui n'ont pas été médicalisés, et ce sont ces gens-là qui vivent très vieux. Mais tous ceux qui sont maintenant avec des médicaments de tous les côtés, ils ne vont pas vivre aussi vieux. Moi, je ne suis pas du tout inquiète pour les milliards de gens qui vont arriver sur la Terre, parce qu'il y en aura de moins en moins. Avec toutes les maladies qu'on a pu générer, il y aura de moins en moins de beaux vieillards et de gens qui vivront au-dessus de 100 ans. Il y en aura de moins en moins. Donc tout ça, ce sont des choses fausses, ce sont des idées reçues qu'on répartit sans arrêt et qui ne sont pas vraies. C'est une certaine perception de la statistique en tout cas. Voilà, c'est parce que une vous manière savez, de la regarder. les statistiques, je ne sais plus qui a dit, les statistiques, ça se manipule autant que les esprits. C'est très facile. Donc on ne vit pas plus vieux et on vit en meilleur, on vit surtout en moins bon état qu'on le vivait autrefois. Parce que maintenant, quand on voit ce qu'il y a avec l'Alzheimer et tout ça, il y avait autrefois un ramollissement cérébral chez les gens âgés qui perdaient parfois un peu la mémoire, mais ce n'était pas la maladie d'Alzheimer comme nous l'avons maintenant. Donc...
Donc la règle d'or, c'est l'hygiène alimentaire, l'hygiène de vie et manger et surtout prévenir avant de guérir. D'accord. Bon, justement, si vous avez un problème, on peut avoir des problèmes, parce que la plupart des problèmes viennent de problèmes que nous avons dans notre tête. Beaucoup, vous n'êtes pas heureux. Les Américains, par exemple, ont fait des travaux très importants sur, par exemple, la peur qui fait baisser le système immunitaire, l'angoisse qui fait baisser le système immunitaire. Qu'est-ce qu'il y a de plus angoissant que tout ce qu'on nous demande de faire comme examen pour ne pas être malade? Au moment où on vous dit qu'il faut faire une mammographie, vous commencez déjà à voir votre système immunitaire qui baisse. Et une fois que vous recevez le truc, vous êtes encore plus dans la baisse. Donc il faut changer tout ça. Donc il faut à ce moment-là c'est une question d'éducation même plus que... justement, ou comme on faisait autrefois, où vous payez votre médecin tant que vous n'étiez pas malade. On va à ce moment-là, on peut avoir un problème, et ça, les gens n'ont pas fait le rapprochement avec l'être total que nous avons. On vous dit, vous avez mal au pied, vous allez voir un spécialiste du pied, vous avez mal au foie, vous allez voir un spécialiste du foie. Souvent, vous avez mal au foie parce que vous avez des problèmes psychologiques, c'est tout. Donc, il faut aller voir des gens qui pratiquent des médecines douces et qui peuvent prévenir plutôt que guérir après à coup de produits chimiques.